Bienvenue à tous dans votre magazine Info 7. Madame, Messieurs, c'est l'heure de décortiquer l'actualité de la semaine. Pour décortiquer cette actualité, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous une personne qui vient de l'intérieur de la République démocratique du Congo. Journaliste de son état, il s'appelle, on l'appelle bien Henri Levôtre Kalala. Lui, il est qui? Je le disais, c'est un chevalier de la plume qui nous vient de Kolwezi. C'est un journaliste indépendant. Caribou. Asante sana Noëlla, bonjour également aux amis de Kinshasa. C'est comme ça qu'on dit ici. Ouais, Alors, on est très content d'être là ce matin. Et bien, qu'est-ce que vous voulez, nous venons de Kolwezi. C'est cette province-là qui fait assez de bruit dans les milliers de politiques et même de journalistes que nous sommes. On est là pour un bout de temps et comprendre réellement comment vous fonctionnez ici à Kinshasa. C'est pour une première fois que vous êtes dans la capitale? Non, j'y étais il y a aussi... il y a longtemps, hein? Il y a longtemps, mais quand même là on revient cette fois-ci pour un travail... Vous avez vu que plusieurs choses ont changé? Beaucoup de choses ont changé. Les immeubles ont poussé de sol. Hier j'étais quelque part où j'ai trouvé que c'était merveilleux. J'ai pris de l'air au fleuve Congo. Vous n'êtes pas tenté de rester à Kinshasa? Non, je n'aime pas trop, hein, ça il faut que je vous le dise. Je n'aime pas trop. Au Katanga? J'aime là où ça fait un peu froid, ici il fait énormément chaud et on a du mal à s'habiller comme on a s'habillé là-bas. Ici il faut être en relax et tout. Et ça ne vous intéresse pas? C'est pas mon mode. Merci beaucoup Henri Levôtre Kalala. Vous êtes bien sûr journaliste d'investigation. Qu'est-ce qui vous amène dans la ville-province de Kinshasa, la ville chère à Jean-Tini Ngobila? Ouais, d'accord. On est là pour un travail. Un travail de montrer à la face du monde que exactement l'image qu'on présente de notre province, qui est la province du Lualaba, n'est pas telle qu'elle est. Donc le Lualaba, on est en train de vivre en quelque sorte ce que je dirais les cosmétiques, c'est-à-dire on est en train de nous présenter une province qui n'est pas telle qu'elle est. Et donc, il y a près de 8 mois, nous sommes restés sur... Là, vous parlez de la province actuellement dirigée par Madame Fifi Masuka Saini, l'équipe actuelle après le départ de Mouyenge. On a été tous surpris pour ce qui est arrivé au gouverneur Richard. Vous parlez du départ de Richard Mouyenge? Oui, c'est là qu'on s'est dit, ah bon, enfin, il y a des choses qui se font dans cette province et qu'on ne tire pas trop. Attention, on s'est investi avec des amis sur les dossiers, mais ça n'a pas été facile pour arriver au sommet, pour arriver là où on est. Donc on a été un groupe, aujourd'hui on est resté à deux, on a dit on ne va pas abandonner le combat. Et c'est ça qui nous amène ici, pour présenter la véritable face de la province du Lualaba, pour démontrer à ceux qui viennent de Kinshasa. Vous savez, quand plusieurs autorités quittent ici, ils viennent dans la province, on les amène où on voudrait qu'on les amène. On les amène où ils doivent voir. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un visage caché de la province, mais lorsqu'il y a une autorité, on présente tout à fait le visage qui est présentable. Exactement. Le Lualaba n'est pas ce que vous voyez là. Dernièrement, nous avons entendu le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui a quand même félicité l'actuel gouverneur de cette province. Dites-nous dans quel état, vous êtes journaliste d'investigation. Nous vous faisons confiance. On peut bien vous faire confiance. Exact, il faut nous faire confiance. Que vous allez nous dire la vérité. Je vous dis ne serait-ce que la vérité. Et je ne suis pas venu me brûler. J'ai suffisamment de documents avec moi. S'il faut que je vous les présente, vous allez les lire parce que c'est déjà l'enquête que nous avons bouclée. Ça ne sert à rien de garder. Nous espérons que vous n'êtes pas un journaliste engagé. Je ne suis pas engagé. Dites-nous comment se porte cette province. La province du Lualaba aujourd'hui, elle va mal. Comment ça va mal? Elle va mal dans plusieurs secteurs, notamment les secteurs miniers, les secteurs infrastructures, la passation des marchés publics. Il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. C'est pourquoi je me dis aujourd'hui que cette province, ça ne va pas. Je vais vous donner un exemple pour ce qui s'est passé récemment. Vous avez suivi ici que Gilles Alinguetti était dans la province. Bien sûr. Et ils ont assisté à l'arrestation où on a démasqué un détournement de 17 camions de minerais. L'affaire a fait le bruit ici à Kinshasa et les gouverneurs intérimaires, disons-les pour l'instant, parce que c'est pas encore
confirmer, il faut pincer nos mots. Alors, on a présenté que ces camions-là ont été détournés par une coopérative qui appartenait à... Oui, on a entendu parler de ces détournements. Mais où est-ce qu'on est avec ces... Mais avant de nous dire où en sommes-nous à ce jour avec cette affaire, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est réellement passé, c'est cette affaire des camions. C'est qu'il faudrait seulement faire plaisir. Parce que Gilles... Faire plaisir, c'est-à-dire Gilles et le ministre étaient à Lubumbashi. Le travail fait par l'IGF? Non, jusqu'à là, je ne suis pas encore avec l'IGF. Okay. Je suis dans la province concernant les 17 camions. Gilles était au Katanga, à Lubumbashi précisément, pour un travail avec les opérateurs économiques dans le secteur hydrocarbures. Et ben, enfin, Gilles a été invité à Kolwezi pour cette histoire-là des 17 camions. Ah ben, quand on les a présentés, nous, on est resté sur les sujets parce qu'on était là sur les sujets bien avant. Ah, vous étiez déjà sur les sujets bien avant. Et puis, aujourd'hui, je peux vous dire, sans froid, sans être inquiété, que ces camions, si ce n'est pas ce matin, seront libérés et que les rapports même sur ces camions, et déjà, on est en train de chercher comment les fausser. Parce que on est en train de chercher comment fausser. Je vous explique comment ça se passe dans le secteur minier, parce que vous êtes ici, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Pour qu'un camion quitte une province vers une autre province, il y a des documents que l'on paye. C'est-à-dire on paye au service de SAEMAP, on paye à SCC, on paye également à la division des mines, et on autorise des camions de quitter d'un site à un autre. C'est ce qu'on appelle là-bas les transits, les documents de transit. Si ils quittent Kolwezi pour une autre province, on appelle les transferts. Donc ces documents-là sont répertoriés et l'État paye. Et donc les propriétaires des camions payent à l'État. Mais maintenant, les camions devraient quitter Kolwezi pour l'Ikasi, dans les Haut-Katanga. Les camions avaient tous les documents. Les documents de transit. Aucun document n'est manqué. Et où est-ce qu'on a arrêté ce camion? C'était à la barrière de contrôle de Covid. À barrière de contrôle de Covid. De contrôle de Covid à Mutaka. C'est une frontière entre la province du Haut-Katanga et les Lualaba. Donc, il y a un contrôle là-bas. Quand vous voulez quitter cette province, on vous examine si vous avez Covid ou pas et tout ça. Vous passez au stream. Eh bien, on a arrêté ces camions là-bas. C'est ce que je dis. On a justement fait de la publicité, de la bonne campagne pour présenter, pour faire voir aux gens. Alors, selon vous, pourquoi la situation a été présentée telle que nous avions appris? On voudrait se venger. On voudrait se venger. Il y a un Chinois, Monsieur Soleil, qui est dans cette province, qui est un légaliste, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui connaît bien la loi du pays. Lui, quand vous l'amenez sur d'autres terrains, ça ne passe pas. Il va vous ramener tout de suite à ce que dit la loi du pays. Le gars a bien payé ces documents comme il faut, mais avant, il a été sollicité pour payer d'autres taxes qui ne répondaient pas aux normes. Et quand il a refusé, ça l'a créé des ennuis avec les systèmes actuels. Parce vous parlez de quel système? Le système... Ce qui est venu avec Madame Fifi. Ah, c'est quel système? Ce qui est installé. Parce que vous savez, quand moi j'ai parti, tout le monde qui travaillait avec lui ont été dégagés. Et il y a eu une nouvelle équipe. Et on devait voir comment contrôler la chose. Donc tout de suite, autour de Madame Fifi, c'est créé un système. Il faut appeler les chats par son nom. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est l'actuel gouverneur Aïe qui voulait se venger contre celui qui est parti? Je pense que c'est son entourage. Je pense que son entourage n'est pas du tout très bon. Son entourage n'est pas du tout très bon parce que je vous l'ai dit, ce qu'on assiste dans cette province-là, c'est purement de la vengeance. Il faut remplacer tel parce qu'il était avec Mouyej, leur tête ne plaît pas, il faut faire ça, il faut faire ça. Ce sont des personnes, des éléments gênants. Oui, c'est ce qui arrive aujourd'hui autour de Madame Fifi. Je vous dis, des fois, elle arrive à signer des documents qui, je me dis, elle n'a pas peut-être pas connaissance. On embrille avec des choses. Ah bon? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de raconter sur ce plateau? Plusieurs personnes sont en train de vous suivre. Je suis conscient. J'ai devant moi un document, ici, l'autorisation que Madame Fifi a signée pour qu'on aille exploiter sur une carrière appartenant à un tierce. C'est-à-dire, on autorise aux Crézers d'entrer dans une concession privée. Ah bon? Et Madame Fifi a signé. Ce sont des révélations que vous êtes en train de faire. J'ai les documents avec moi. Et Madame Fifi a signé. Et la chose est là, les gens sont entrés dans une concession d'autrui. Est-ce que je me demande, est-ce que l'autorité à ce stade-là a-t-elle fait la vérification que l'endroit où on allait travailler, où on autorise les Crézers d'aller travailler, c'est une concession appartenant à autrui?
Donc je me dis, autour de madame, ce système-là, parce que c'est son thé qui est sur terrain, Fifi quand même, elle n'est pas omniprésente partout pour être... Mais on nous montre des images où elle est tout le temps sur terrain, on montre qu'elle est près... À Kolwezi? Ah oui, à Kolwezi, elle est près de la population, elle va à la rencontre de la population. Comment peut-on expliquer ce qu'on est en train de voir là? La population, c'est pas seulement Kolwezi. Le Lualaba là-bas est grand et vaste. Le là-bas, c'est pas les routes où vous les voyez, généralement quand vous les voyez Madame Fifi être sur les routes, aller à la rencontre des élèves, et c'est ça. C'est pas des secteurs miniers. Et même sur les routes, je vais vous donner d'autres révélations ici, que c'est pas des choses très correctes. On revient sur ces révélations. Prenons d'abord ce premier dossier de cette rétrospective de la semaine. Alors que leurs avenirs sont pris en compte dans le projet d'électrification de 12 quartiers de Kimbanseke, les habitants de quartier Ntsumabwa, Pierre Fokom et Kamba Mulumba accusent les techniciens de l'entreprise AEE et de la SNEL de monnayer l'électrification des avenirs. On nous a exigé même pas, c'est un gens qui posait le proto que nous révisions du moins $300. Nous avons refusé. Et $50, pardon. Mécontents, les habitants de Sekonde de Kinshasa, à travers le comité de coordination des chefs de riz, ont adressé un mémorandum au directeur général de la SNEL. Nous, population de quartier Ntsumabwa, Pierre Fokom et Kamba Mulumba, dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa, constatons avec consternation le comportement et les pratiques de l'équipe chargée de l'exécution du projet d'électrification des quartiers si haut mentionnés, lesquels n'ont aucunement pris en compte quelques avenirs des 10 quartiers déjà identifiés préalablement lors des travaux de piquetage et créant ainsi des poches noires suivant les nouveaux croquis remis par la SNEL. Malgré toutes les réclamations adressées aux autorités pour l'amélioration de cette situation depuis le début de ces travaux, aucune solution n'est envisagée par les conducteurs de ces travaux. Sur ce, nous sollicitons l'implication des autorités compétentes pour décanter cette situation afin de nous remettre dans nos droits. Notons que 12 quartiers de Kimbanseke sont en cours d'électrification, un projet du gouvernement de la République financé par la Banque mondiale. Nul n'est ignorant de la problématique de frais perçus pour le RAM, après le chèque de l'initiative politique pour en savoir plus sur la question. Le conseil d'avocats du mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements a déféré l'affaire devant le tribunal de grande instance de la Gombe. Toutes ces sociétés ainsi que la République démocratique du Congo et les ministères sus-allusionnés sont déférés devant le juge ce jour, aux fins de pouvoir 1. Restituer tous les frais des RAM tels que prélevés depuis janvier jusqu'à ce jour. Le juge ordonnera la cessation de tout prélèvement de RAM, de frais relatifs au RAM. Le conseil d'avocats du MDVC estime que gouverneurs et gouvernants sont tous soumis à la loi. Ces assignés seront obligés de payer les dommages et intérêts de l'ordre de 200 millions de dollars américains, valeur payable en francs congolais. Tout fait quelconque de l'homme causant dommage à autrui oblige celui par la faute duquel cela est arrivé à le réparer. De son côté, le secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement invite la population à venir assister à l'audience publique prévue le 17 novembre prochain. Le peuple est en train de souffrir et c'est comme ça qu'il s'est dit, n'est-ce pas, se faire passer pour défenseur de cette population qui est en train de souffrir. Et ce que nous attendons, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on a constaté que les deux pouvoirs, je cite le pouvoir, n'est-ce pas, législatif et celui exécutif, ont, n'est-ce pas, agi dans une certaine connivence. Et c'est comme ça que nous, étant des gens qui croient sincèrement à un état de droit, nous sommes venus ici pour que le pouvoir judiciaire puisse remettre, n'est-ce pas, de l'ordre dans cette question. Signalons que la plainte est non seulement contre la RDC, mais également contre les 4 sociétés de télécommunications, ainsi que l'organe de régulation des postes et télécommunications. Je suis très content pour les avancées très significatives qui auront joué sur la promesse du Lualaba du jour le jour, parce que l'objectif est de travailler dans l'ombre
de son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous savez aujourd'hui, l'Union sacrée de la Nation ne compte pas beaucoup de jours, ne compte pas beaucoup de mois ni des années. Je pense que nous sommes en train de préparer les élections de 2023, mais le chef de l'État s'est évalué par son peuple. C'est pour ça que nous félicitons Mme Fifi Masuka Saini pour ces multiples avancées très significatives enregistrées dans les différents secteurs. Je veux parler des infrastructures, je parle du secteur des finances, parce qu'aujourd'hui, des 4,9% à 42%, c'est un miracle qui a été, n'est-ce pas, apprécié par le ministre de Finances Nicolas Kazadi avec l'inspecteur général des finances. Je parle aussi de cette collaboration très importante entre les organes de finances ici à Kinshasa et le gouvernement provincial du Lualaba qui cherche, n'est-ce pas, à fonctionner conformément aux prescrits de la loi et à la logique imposée par l'inspection générale des finances. Je m'en vais aussi parler pour ce grand travail qu'a son Excellence Mme Fifi Masuka pour établir la traçabilité dans le versement ou dans le paiement des taxes de la province et quelques impôts pour permettre à la province de pouvoir maximiser plus de recettes et se conformer aux promesses du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde qui a parlé de 36 milliards dans une échéance réduite. Cette fois-ci, c'est une grande satisfaction dans le secteur de la santé parce que son Excellence Fifi Masuka était invité de marque dans le forum qui s'est tenu ici à Kinshasa le 21 octobre. C'était au Musée national où on a décerné un trophée à la province pour la contribution exceptionnelle à la campagne d'éradication de la poliomyélite. Donc la province du Lualaba est la première province qui a fait une distinction pour contribuer à cette campagne qui représente beaucoup pour la vie de nos enfants dans les jours à venir. Donc nous sommes hyper contents et nous voulons qu'on continue sur cet élan de développement décrété par l'autorité provinciale. Je pense que c'est dans ce sens que les efforts du chef de l'État seront couronnés du succès. Henri Le Votre Kalala, votre réaction à chaud par rapport aux propos du coordonnateur de la nouvelle génération, une structure de la société civile du Lualaba. Mardoché Cédé. Mardoché Cédé, il parle des infrastructures, il parle de la santé et tout. Mais je voudrais d'abord donner un petit exemple. La ville de Kolosi n'est pas la ville de Kananga. Hein. C'est-à-dire l'argent qui vient du Lualaba n'est pas l'argent qui vient du Kasaï occidental. Donc ces deux provinces-là, ce sont des provinces totalement différentes. Mais le Lualaba a plus de moyens aujourd'hui parce qu'il y a des minerais, alors que dans d'autres provinces, il n'y en a pas. Donc la contribution que la province du Lualaba peut donner à une action nationale n'est pas la même que dans d'autres provinces où il n'y a pas assez de minerais. C'est normal que Mme Fifi donne quelque chose de plus que ce que les autres donnent. Ce n'est que normal qu'il y ait cette distinction à ce niveau-là. Donc ça ne sert à rien de nous dire aujourd'hui qu'il y a de quoi s'évaluer. Il y a de quoi s'évaluer. Est-ce qu'on a donné réellement à la valeur de cette province-là? C'est cela la question que moi personnellement je me pose. Mais sinon, ce qu'elle a fait pour contribuer, pour qu'il y ait la santé, contribuer à ces projets-là, c'est quand même quelque chose d'important. Les ambitions sont très bonnes. Il faut les louer parce que quand on met la main dans la poche et on donne quand même quelque chose de consistant pour l'intérêt général du pays et de toute une population. Parce qu'elle pouvait aussi détourner ce fonds. Oui, elle pouvait gérer ça autrement, mais cette volonté-là, c'est quand même quelque chose de bon. Comment interprétez-vous, bien sûr, la considération que le gouvernement central a donnée à Fifi Masuka par rapport à sa contribution dans différentes actions du gouvernement, notamment la mobilisation pour d'aide humanitaire en République démocratique du Congo, et elle a même été primée par le gouvernement de Warrior. Non mais je l'ai dit tout à l'heure que c'est des bonnes intentions, c'est qu'elle a donné des moyens, c'est normal parce que la province... Qu'au début, vous n'étiez pas d'accord. Je suis d'accord, vous avez essayé d'étaler quelques actions que vous ne trouvez pas bonnes. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté, il y a des choses qui ne marchent pas. Ça veut dire que quand quelqu'un contribue à cette hauteur-là, il donne des moyens pour ça, c'est quand même quelque chose de bon. Je ne suis pas totalement contre tout ce qui se passe. Sinon, je serais engagé dans une lutte. Mais voilà, je vais vous donner un exemple. C'est sur les antivalaires. Ça, on ne cochonne pas. Avant que nous prenions le premier dossier, vous avez parlé d'infrastructure. C'est là que je voudrais arriver. Okay. Je vous montre, j'ai avec moi-même des photos et des contrats sur l'infrastructure. Mardoché l'a dit ici, et j'ai senti qu'elle a contribué, tout ça, l'électrification, les routes sont bonnes et très bien. Je suis d'accord, c'est peut-être que lui vit ici à Kinshasa, je ne m'attaque pas à lui, il ne comprend pas les galères dans lesquelles nous vivons dans la province. Madame Fifi a un projet d'installer 50 000 poteaux à travers
toute la province du Lualaba pour éclairer, pour donner de l'éclairage public. Et ce contrat a été donné à Invest Congo. Invest Congo. Oui, c'est une entreprise appartenant aux Ivoiriens. C'est-à-dire, tu vois là, la photo que j'ai amenée ici, c'est un poteau. Il y a un poteau, oui. Il y a un poteau à côté de l'autre qui a des câbles en haut. Ce poteau, c'est un PVC. Vide. Oui, jusque-là, il est vide. Ce poteau, c'est un PVC. Dedans, il y a barre de fer, un peu de ciment. Et ce poteau, quand il va s'allumer, juste quand il se tient comme ça debout là, quand il est fixé là, ça est égal à $2000 américains. $2000 juste pour ce poteau? Juste ce poteau-là. Et quand il va commencer à s'allumer, ça va faire $5000. Le contrat, il est là avec Congo Invest, parce que quand je vous dis... Expliquez-nous bien. Que je suis venu... $5000, $2000, juste pour un poteau. Oui, c'est-à-dire... Quand on achète un PVC, on achète du ciment qu'on y met dedans, plus le barre de fer, et qu'on creuse les trous, ça égale $2000. Quand il va commencer à allumer, quand on va mettre de l'ampoule pour que ça éclaire dans la nuit, ça va faire $5000. $5000 pour un poteau. Un poteau seulement. C'est cela le contrat qui est ici, signé avec Invest Congo. Donc, ce contrat ici a même coûté la tête de ministre dans la province, et je vais y arriver. Qu'est-ce qui arrive avec Invest Congo? C'est-à-dire, ils vont implanter 50 000 poteaux à travers la province du Lualaba. $5000 fois 50 000. Fois 50 000. Poteaux. Donc, vous allez voir les montants que ça va vous faire. Et nous, on a mené l'enquête, on s'est dit, mais c'est pas quand même possible pour qu'il y ait un poteau à $5000 américains, même si nous sommes la province la plus riche. Et ça, Marcelin Sélé connaît ça, mais il n'a pas évoqué le cas. Je pense qu'il ne connaît pas. Il dit il ne connaît pas. Je pense qu'il ne connaît pas. Il fait toujours croire qu'il a évolué là-bas, il maîtrise bien la situation. C'est vrai, il a évolué là-bas, mais ses projets, il ne l'a pas laissé. C'est peut-être qu'il dit ce qu'on lui demande de dire. Ah, c'est qu'on lui demande de dire. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ces poteaux? C'est $5000, c'est un Congo Invest qui a ça, c'est une entreprise des Ivoiriens, avec un certain Kipré à la tête. Quand il a gagné ce marché dans la province, je vous l'ai dit, ça va peut-être vous étonner, et ça nous a étonné aussi, il a monté un parti politique chez lui, en Côte d'Ivoire, et il en avec l'argent de la RDC. Avec l'argent du Lualaba, l'argent de la RDC, il a monté... Ça, il est le beau-fils. Hein? Il est le beau-fils du président Laurent Gbagbo. Ils ont monté leur parti politique, ils ont fait une très grande fête, et avec l'argent du Lualaba. L'argent de la RDC. Mais c'est $5000 pour un poteau. Ce poteau, comment nous on a dit, quand on a pris les poteaux, nous sommes allés voir les entreprises locales. Est-ce qu'un poteau peut arriver à $5000 américains? C'est inexplicable. Nous sommes allés voir l'entreprise locale Dev. J'ai les proforma avec moi ici. Nous sommes allés voir, nous avons demandé. Mais là, c'est en fer, s'il vous plaît. On va faire ce poteau-là, pas avec des tuyaux, les tuyaux que vous voyez, les PVC que vous appelez ici. Parce que ce poteau-là de $5000, c'est un PVC. C'est pas un poteau de fer, non, non. C'est un PVC. Mais quand nous, on est allé chez Dev, sur place à Coluizy, nous avons posé la question. Nous avons trouvé que les poteaux qui vont s'allumer en fer, ça va faire $1390 quelques dollars américains. Ah, par poteau. Par poteau. Alors qu'on nous présente $5000 pour un poteau. Pour quelqu'un qui va venir de l'étranger, à celui-là, on lui donne 5000. C'est inconcevable. C'est à ce niveau-là que je dis, on ne peut pas se taire avec ces choses-là. Qu'est-ce qui est caché là derrière, là, pour qu'on puisse débourser tant d'argent pour juste un poteau qui peut être, tel que vous venez de le dire, qui peut revenir à $1300? La rétrocommission. Rétrocommission. C'est simple. La rétrocommission. Je ne comprends pas pourquoi on va donner un marché à un expatrié qui n'amène rien de nouveau, alors que tout au Lualaba peut être fait de la bonne manière. Donc, quelque part, on peut combattre la vision du président de la République. Non, mais est-ce que tu sais que Dieu est soutenu au Lualaba avec ça? Je pense que tu sais que je n'ai pas soutenu. Et en 2023, il ne fera pas bonne campagne. Ah, dans le Lualaba. Ah oui. C'est mal parti pour lui. Oui. En 2023, je l'ai dit, je sais que tu ne feras pas bonne campagne. Parce que ça, la population regarde. Mais regardez l'avenir de ces poteaux avant que ça soit même déjà allumé. Juste la première pluie qui est tombée au Lualaba, les poteaux se sont écroulés. Et voilà, les poteaux, c'est $5000 qui est parti. Ça, c'est du gâchis, hein. Et c'est $5000 qui est parti. C'est pas l'unique poteau. C'est un peu partout, nous avons répertorié une centaine de comme ça. À peine installé, et puis après, ça tombe, et puis c'est cassé. Et l'argent de la province est parti. C'est ça qu'on appelle gaspillage. Mais est-ce que vous êtes un journaliste d'investigation, est-ce que vous avez eu le temps de rencontrer la gouverneure Aïe pour démontrer toutes ces choses-là? C'est pas facile.
C'est pas facile. C'est pas facile parce que cet entourage-là n'admettra pas. N'admettra pas que nous, de la manière où on nous regarde dans cette province-là, on pense qu'on est contre. Pourtant, nous disons des choses qui peuvent aider. Permettez-moi quand même de poser cette question-là. Est-ce que vous regrettez le départ de Richard Mouyej? Aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, amèrement, je le regrette. Amèrement, parce que Richard n'a pas commis ces genre d'erreurs. Vous savez, Richard, c'est pas que je le défends ici. Il a commis ces erreurs. Et il n'est pas blanc comme neige, Richard. Il a certainement commis des erreurs. Mais aujourd'hui, je me dis, il y avait lieu de les pardonner. Parce que c'était quand même un pionnier, quelqu'un qui arrive dans une nouvelle province où il n'y avait aucune infrastructure, où rien n'avait été préparé, parce que vous êtes sans ignorer, avec les démembrements, les provinces n'ont pas été préparées. Et quand Richard arrive dans cette province-là, il donne quand même des routes, il donne des bureaux aux agents de l'État. Il fait quand même quelque chose de considérable. Des banques ont été construites, des maisons d'hébergement, et enfin le gouvernorat lui-même, parce que je vous dis qu'il y a même certains ministères aujourd'hui qui sont locataires. Donc, c'est fait, l'Assemblée provinciale aura un bureau, parce que là, l'Assemblée provinciale du là-bas est locataire. L'Assemblée provinciale. Oui, l'Assemblée provinciale est locataire dans une concession de la Jucamine. Là, Richard avait initié un projet. On est en train de construire encore le bâtiment où chaque député aura au moins un bureau. Ça ne se fait pas ailleurs. Chaque député là-bas aura un bureau, c'est les projets. Et depuis qu'il est parti, est-ce que ces projets évoluent? Non, les projets évoluent. Okay. Les projets évoluent parce qu'il y avait déjà tout, non? Okay. Les projets évoluent. Donc, si je dis aujourd'hui que Richard, il y a lieu de les pardonner, c'est par rapport aux erreurs. Parce que Madame Fifi vient de rater là une occasion de faire mieux que Richard. Richard, quand vous êtes un pionnier, quand vous êtes au devant de la scène, quand vous découvrez l'événement avec le pouvoir lui-même, il est vrai que vous puissiez commettre certaines erreurs. Mais quelqu'un qui vient derrière vous, de vous avoir reproché de favoriser votre entourage, ne commettra pas les mêmes erreurs. Mais quand vous arrivez aujourd'hui, je vous donne un exemple le plus patent, quand dans la province du Lolaba, il y a eu une coopérative qu'on appelait Komiku. Komiku, c'est une coopérative de l'enfant de Richard Mouyej Manquez-Mons. Et cette coopérative a travaillé dans des carrières. Et tout le monde a crié que les enfants de Mouyej s'enrichissent. Est-ce que c'était faux? Nous n'avions pas été contents. Non, mais c'était vrai, non? Vrai. Ils travaillaient dans ces carrières-là. Il y avait Kassoulou et Tulizembe. Ils ont travaillé, bien que Kassoulou a quand même donné des résultats exemptés. Les gens ont été délocalisés. Il y a eu quand même l'exploitation artisanale organisée. Pas d'enfants sur les sites, même pas de femmes enceintes. Ça, c'était quand même le côté positif. Mais il y avait quand même de l'argent que cette coopérative a récupéré. Mais aujourd'hui, je termine. Quand vous allez aujourd'hui au Lolaba, les proches de Madame Fifi Monsouka ont 10 carrières, alors que moi j'en avais 2. 10 carrières. J'ai la liste avec moi. En un mot, parce qu'on doit parler d'autres choses. Allez-y, on peut mais il y en a 10 carrières, et ce sont des carrières à forte teneur, c'est-à-dire les carrières qui produisent plus en termes de camions, en termes de pourcentage des milliards. Donc là, on voit des intérêts personnels. Exactement, c'est ce qu'on est en train de vivre là, et la population est en train d'en partir. Voilà, parlons de cette histoire, cette affaire de RAM. Est-ce que la taxe RAM est passée par chez vous? Oui, j'ai été également moi aussi victime, mais je suis pas contre les RAM. Ah, vous n'êtes pas contre cette taxe? Je ne suis pas contre cette taxe. Mais il y a une plainte qui a été déposée. Il faudrait seulement l'encadrer. Est-ce que dans ces pays, les gens ont la culture fiscale? Quand vous arrivez dans d'autres pays, même juste pour acheter un téléphone, vous devez payer une taxe. Mais ici, quand vous arrivez... Même le bien de votre maison, oui, vous devez payer. Il faut payer une taxe. Ici, quand vous allez arriver au bon marché, vous pouvez vous taper un téléphone sans que personne ne vous pose la question. Donc, nous n'avons pas la culture fiscale. Et juste avoir l'eau dans votre maison, vous allez payer. À la fin du mois, vous allez payer votre téléphone, votre communication. Alors que dire de ces personnes qui sont contre cette taxe? C'est seulement qu'on n'a pas cette culture. Vous voulez le développement dans un pays, vous ne pouvez pas faire les omelettes sans casser les œufs. Mais on voit on a entendu des politiques qui ont haussé le ton pour dire non, pour parler de l'escroquerie. C'est justement une récupération purement politique, d'un côté. Mais de l'autre côté, il faudrait aussi que les gouvernements arrivent à encadrer. Parce que quand les gens payent leurs taxes, moi je dis que la taxe, c'est pas mauvais.
je préfère bien continuer à payer les rames personnellement pour que l'État congolais ait les moyens, enfin, d'avoir d'autres projets. Et suffisamment. Si tout le monde contribue à payer ça et si tout le monde s'est donné à cœur joie sans problème, le gouvernement aura suffisamment de moyens pour arriver à réaliser. Nous sommes en retard. Là où ça inquiète la population, est-ce que cette taxe-là est vraiment les frais perçus sont utilisés pour le bien-être de c'est là, c'est à ce stade-là que je dis, il faudrait qu'on arrive à encadrer l'argent. Donc on doit devoir sécuriser cet argent que nous payons. Parce que quand nous payons notre argent, parce que je suis concerné, je me mets dans la masse là, quand nous payons la taxe, nous devrons avoir au retour quelque chose que le gouvernement doit faire pour nous. L'Internet. Par exemple, s'il est gratuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est très bien, ça va nous faciliter à communiquer. Mais du moment qu'il n'y a pas le retour de ce qu'on paye là, c'est là qu'il y a un problème. Il faudrait que les dirigeants aujourd'hui, quand ils prennent la taxe, qu'il y ait quand même un résultat. Moi, je pense à mon niveau, pour ce qui concerne le RAM, qu'il faudrait que on canalise cet argent. On s'est dit, l'argent que vous avez payé pour payer la taxe RAM, on a repris les projets, par exemple, 1000 écoles que Kabila nous a laissés. Vous voyez, on commence à construire les écoles dans ce sens-là. Parce que ça nous manque. Le Congo est vaste, on n'a pas assez d'infrastructures scolaires. Et surtout que maintenant, on a la gratuité de l'enseignement. Oui, maintenant qu'on a la gratuité. Donc, il y a nécessité d'avoir combattu par l'Église catholique. Alors, je vais y arriver. Okay. Donc, c'est tout à fait normal que nous payons des taxes, qu'il y en ait encore davantage. Quand vous avez quelqu'un qui vit en Europe, il va vous dire combien de taxes il paye. Eh bien, vous enviez aller vivre là-bas. Parce qu'il y a des taxes. Les gens sont organisés, ils ont la culture fiscale. Mais nous, on n'est qu'au début du commencement. On commence à se poser des problèmes. Moi, je pense que le débat pour la taxe arabe se situerait au niveau que doit-on faire de cet argent. Et nous supprimer. Pourquoi? Parce que nous avons déjà commencé. On ne peut pas faire un pas et puis tout de suite régler. Donc, cette plainte qui a été déposée par le MDVC n'a pas sa raison d'être. Ah, pour moi, on n'a pas sa raison d'être. Je suis qu'un Congolais sur des milliards de Congolais. Je ne donne que mon point de vue. Il faut qu'on continue à payer, mais que la taxe arabe donne des résultats. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de cette rétrospective de la semaine qui va nous permettre de parler de l'état de siège décrété dans une partie de la République démocratique du Congo par le président de la République, mais également parlant de l'affaire Matata Mponyo. Depuis plus de 10 fois, l'état de siège a été prorogé dans l'Ituri et le Nord Kivu. Quel bilan dressé actuellement? Le porte-parole de FRDC est rassurant. Nous n'avons pas de résistance sur le terrain. Pour quelle raison? Nous n'avons pas un front physique fixe. Nous avons mis fin à la vie de ces voyous. Et nous disons neutraliser de manière définitive. Mais ceux qu'on a capturés, ceux qu'on a arrêtés et ceux qui se sont rendus parce qu'ils ne pouvaient pas résister à notre capacité opérationnelle, à notre force de frappe. L'armée a neutralisé l'ennemi et pourtant des tueries ne cessent d'être enregistrées dans les provinces sous état de siège. Pourquoi cette situation? Le général Kasonga explique. Ces gens choisissent bien des endroits sur nos routes, là où il y a des bourbiers. S'ils ne créent pas ces bourbiers-là, comme coupeurs de route, mais ils choisissent des endroits où nos routes ne sont pas assez praticables. Et là, ils viennent s'installer, ils installent un campement près de là. Et quand le véhicule ralentit, même s'ils sont convoyés, pour sortir de là, ils sortent de la brousse, ils tirent dans le moteur. Quand le moteur du véhicule prend feu, ils attaquent le véhicule, ils attaquent les passagers, ils attaquent la marchandise. Pour le porte-parole du gouvernement, la guerre dans l'est du pays est asymétrique. L'asymétrie de cette guerre, c'est justement ne plus avoir des bastions ou des sanctuaires où vous allez, vous savez qu'ils sont là, comme c'était le cas à Madina, comme c'était le cas dans la vallée des Semniki. Ils ont été délogés et ils s'en prennent à la population. Et comme c'est du terrorisme, les terroristes peuvent surgir à tout moment. Et lorsqu'ils surgissent, ils créent la panique et la désolation. La police nationale congolaise affirme pour sa part avoir saisi plusieurs armes dans la traque des criminels et des opérations de bouclage civil. Nous sommes envahis dans notre territoire, au niveau de Béni, à l'est spécialement,
dans la forêt des Madina et autour, quand nous avons tapé et nettoyé tous les sanctuaires, les gens sont allés dans tous les sens et nous avons arrêté le Jordanien qui est en bas, vous avez son nom. Cet homme est venu dans notre pays pour enseigner les terroristes congolais et d'autres comment manipuler les drones, comment fabriquer des bombes artisanales. Au milieu, vous avez une femme qui a un bébé. Cette femme a été arrêtée il y a près de 4-5 jours. Elle revenait de l'Ouganda. Elle a un nom, Madame Namoli Nangida. C'est l'épouse d'un homme qu'on appelle Amigo. C'est le chef d'état-major des opérations de l'ADF MTM. Cette dame-là, elle a un bébé, mais quand il s'agit de découper, égorger les Congolais, elle n'a de femmes ou des sentiments maternels que le bébé qu'elle porte. Pour le reste, c'est le crime parfait. Elle adore le crime, le sang humain. Vous avez au-dessus leur fils aîné, le fils aîné de cette dame, avec Amigo, le patron des opérations de l'ADF. Vous avez également une autre dame qui s'appelle Kavira, Kavuko. Celle-là, elle a été arrêtée il y a 8 jours avec le monsieur en blanc. Cet homme-là, c'est son garde du corps, mais qu'elle faisait passer pour son fils ou son mari. En réalité, c'est une femme qui fait les achats, ravitaille les ADF MTM. Elle est passée aux aveux. Elle détenait sur elle 5 cartes d'électeurs. Nous avons arrêté ces personnes et donc nous sommes allés frapper le cœur de l'ADF, le cœur du terrorisme transfrontalier qui est en train d'écumer la paix à l'est de notre pays. Henri Levôtre Kalala, état des sièges décrétés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Faut-il continuer à proroger l'état de siège dès lors qu'on continue à enregistrer des tueries dans ce coin de la République démocratique du Congo? En tout cas, si j'étais Félix Tshisekedi bis, je continuerai toujours à garder l'état de siège. Parce que dans cette partie de la République là, c'est vrai que depuis qu'il y a eu l'état de siège, on assiste quand même de moins en moins à des massacres, à des tueries, à des morts. Il y a quand même des résultats, il y a quand même un travail qui s'est fait. Ah, il y a des résultats. Oui, il y a un travail qui s'est fait, il y a des arrestations, il y a les démantèlements de groupes rebelles. C'est qu'il y a quand même des avancées. Donc, l'état de siège pour moi est toujours quelque chose de très bon, mais il faudrait pour l'instant, pour que les gouverneurs militaires qui sont dans cette partie de la République et les gouvernements, parce que l'armée c'est un tout, ce n'est toujours pas divisé ou démembré, il faudrait que l'unité de commandement fasse encore plus pour qu'enfin, que nos compatriotes qui sont à l'est de la RDC vivent quand même paisiblement. Vous êtes journaliste d'investigation, où se situe alors le problème? Parce que nous supposons que dans vos investigations, vous êtes également intéressé à la question. Oui, la question de l'Est, elle est un peu très profonde, parce que c'est un peu du business dedans. Business. Oui, c'est un peu du business, parce que vous êtes sans ignorer, à un moment, on a suivi qu'il y a même certains députés d'ici qui sont intéressés par cette situation à l'Est. C'est les présidents de l'Assemblée nationale qui l'avait dit lui-même. Donc, vous sentez que ces gens-là, ils font du business. Regardez ce qui arrive à Goma quand vous y arrivez. Il y a la guerre, non? Mais ce sont des immeubles qui poussent. Oui, les immeubles poussent. On ne peut pas construire là où il y a la guerre. Donc, vous comprenez... Il y a quelque chose qui est caché. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des intérêts. Je dis, la guerre à l'est de la RDC, c'est du business. Il faut tuer, il faut avoir les minéraux et aller les revendre. Donc cette situation chaotique qui est à l'est de la République démocratique du Congo, elle ne vient pas seulement de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a des multinationaux là-dedans, mais il y a également les Congolais qui entretiennent cette situation pour qu'enfin qu'ils aient des immeubles, qu'enfin qu'ils aient... Quand vous allez trouver... Une fois, je me suis posé cette question et je me la poserai toujours. Que servirait-il d'avoir 50 immeubles soi-même où on ne peut même pas dormir dedans? Et un jour, quand on sait qu'on va mourir, on va quitter cette terre. On ne va pas emporter ces immeubles avec nous. Donc, ce sens-là de l'amour du prochain, ce n'est pas... Vous pensez que ça existe encore mais même pas du prochain, mais quand même de sa nation.
Vous ne pouvez pas vous mettre en tête que vous soyez vous bien, que vos enfants soient dans des conforts et que votre voisin soit décapité quand même. C'est pas normal, c'est inhumain. On a un peu perdu l'essence de vivre ensemble à l'est de la République démocratique du Congo et peut-être un peu partout en République démocratique du Congo parce qu'on sent que tout le monde voudrait avoir la part du lion avec soi. Mais pour ce qui est de l'est de la République démocratique du Congo, les ministres de la communication l'ont bien dit, c'est un peu symétrique. Donc le problème, je pense qu'il faudrait aujourd'hui que les gouvernements congolais intéressent même les civils. Même le civil. Oui, il faudrait qu'il y ait quand même qu'on trouve ce mécanisme-là où les civils arrivent à dénoncer. Parce que ces rebelles-là vivent avec les civils. Vous avez vu, on a présenté des dames et même ceux qui enseignaient le terrorisme. Oui, mais quand ils arrivent, ils vivent où? Directement. C'est-à-dire, il faudrait que nos amis qui sont à l'est de la République démocratique du Congo aient ce courage. Quand vous voyez quelqu'un de suspect, il faut le dénoncer tout de suite. Parce que c'est facile de dénoncer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Sinon, la situation va perdurer. Félix Tshisekedi et son gouvernement de guerriers aurait bien... Ouais, non, les warriors, c'est les guerriers, je pense, c'est pareil. Et aurait bien consenti des efforts dans cette partie de la République démocratique du Congo parce que c'est de l'argent qui passe. Et la guerre, c'est pas beau. La guerre, c'est des dépenses, des munitions qui arrivent là. Ce sont de l'argent qui pouvait servir à autre chose. Mais quand ils vont rester dans cette partie de la République pendant longtemps et que la population ne s'implique pas, je pense que la situation va encore perdurer longtemps. Regardez ce qui est arrivé avec Mouzé. Quand Mouzé venait, et c'est la population qui a fait. Mouzé n'a pas vraiment fait la guerre, mais sinon c'est la population qui s'était engagée et mobilisée. Qui s'était engagée et mobilisée. Parce qu'elle en avait marre. Parce qu'elle en avait marre avec le système Mobutu. Et maintenant, qu'est-ce qui empêche à ses compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo de se servir de cet exemple pour dire, bon, enfin, quand vous venez, vous êtes rwandais, parce que vous voyez, là-bas, c'est trop des frontières, mais monsieur, qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Qu'est-ce qu'il y a? Quand on sent que le peuple est éveillé et qu'il y a l'appui de l'armée dedans, je pense qu'il y a un déclic et la situation peut être réglée. Est-ce que vous pensez qu'il est temps pour le gouvernement de recadrer également les tirs? Oui, je sais que Félix avait compris une chose. Ça, j'avais aimé tout au début, avant qu'on installe cette situation à l'est de l'état des sièges. Il a commencé par faire un tour dans ce pays. Il a passé plus d'une semaine dans cette partie du pays pour parler avec ses homologues. C'est vrai qu'il y a un peu de l'hypocrisie. Il y a un peu de l'hypocrisie dans les chefs des présidents africains. Ils peuvent vous dire qu'on n'est pas dans cette histoire, mais après, on sent que ce sont ils sont derrière la situation. Et qui sont derrière ces armées. Mais néanmoins, il les a avisés. Néanmoins, devant les nations du monde, ils n'ont pas vraiment grand-chose à présenter devant Félix parce qu'il était allé vers eux. Et c'est qu'aujourd'hui, si les gouvernements congolais y mettent des moyens, on dit on va poursuivre ces gens jusque dans leur dernier retranchement, ça va faire affaire. Vous ne trouvez pas qu'il faut vraiment faire attention avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi? Il a quand même surpris plus d'une personne lorsqu'on avait la coalition FCCH. Personne ne s'y attendrait. Oui, c'était le président. Il a été traité de tous les mots. Oui, je l'ai dit moi-même dans certaines de mes productions sur des chaînes locales. Je disais que c'est un président faible. Quand il est arrivé au pouvoir. Faible. Vous l'avez traité de faible. Exactement. C'était un président faible quand il est arrivé au pouvoir. Vous êtes sincère? Très sincèrement. Il faut quand même le dire. Félix, quand il est arrivé au pouvoir, c'était pas facile. L'environnement n'était pas très bon pour lui. Donc, il devrait, dans un premier temps, s'assurer de sa propre sécurité parce qu'on a entendu des choses. Il fallait lui-même s'assurer de tout ce qu'il y a tout autour avant de mettre fin à ce mariage contre nature qui était FCCH. Donc, Félix, aujourd'hui, en tout cas, c'est un politicien né, je viens de le comprendre, parce qu'au début, il a accepté une situation pas très difficile. Il y avait même des hommes politiques qui vont dire, mais comment il va s'en sortir? Félix est pris là-dedans et il ne saura pas s'en sortir. Mais l'homme savait ce qu'il faisait. Il savait où toucher. Il y va lentement et sûrement. Je crois que nous avons la chance de l'avoir comme président aujourd'hui. Affaire Matata Mponyo, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Quel est votre regard sur ce dossier Bukanga Lonzo? En tout cas, je suis de ceux qui disent que dans ces pays, les gens doivent répondre de leurs actes. En tout cas, il continue à dire qu'il est innocent. Oui, mais c'est pas à lui de le dire. C'est un acharnement. C'est pas à lui de le dire.
ou à moins de les dire, parce qu'il y a quand même les juridictions compétentes qui vont les dire, qui sont les... C'est un acharnement, finalement, le pouvoir en place veut en finir avec tout le proche de l'ancien régime. J'ai aimé une fois quand à l'inspection, je ne sais, c'est encore IGF, il disait, quand ces gens-là, vous allez vers eux, ils vont vous tendre des mots comme acharnement et tout ça. J'avais aimé, c'était un bon raisonnement. Si Matata ne se reproche de rien aujourd'hui, parce qu'il jouit encore jusqu'à ce jour de la présomption d'innocence, c'est à la justice de déterminer la part des responsabilités dans cette affaire. Je crois qu'on va poursuivre les dossiers. Mais en dehors de Matata, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnalités qu'il faut poursuivre? Moi, je pense que si on gardait les rythmes, c'est-à-dire, vous avez bien travaillé, monsieur, très bien, mais est-ce que vous n'avez pas pris l'aiguille de la nation et qu'on vous poursuit? Je crois que cette nation changerait. C'est un processus. C'est pas pour du coup que ça va arriver. Dans vos recherches, là, vous ne vous êtes pas rendu compte de ce que disent certaines personnes qui estiment que dans les viseurs de la justice congolaise, il n'y a que de proches de l'ancien régime. Donc, le proche du président de la République, 1 année, 2 ans que Tshisekedi est au pouvoir sont clean. Non, bon, en fait, c'est pas seulement ça. Et est-ce que Kamere n'est pas en prison? Kamere, c'est un proche de Tshisekedi. Ils ont bâti campagne. Ils ont fêté ensemble leur victoire, non? Il n'y a que Kamere et Teni Longondo aujourd'hui, il est libre. Il n'y a que lui qui peut bénéficier de la liberté provisoire. C'est provisoire, non? Liberté provisoire, on a quand même un exemple dans ce pays. Une personne qui a eu une liberté provisoire qui a quand même été à la tête du pays, Tchibala, pour ne pas citer son nom. Ouais. Donc, il continue à être toujours... Il continue. Donc, pour moi, l'affaire de la justice, ça peut se conclure après 30 ans. Si les enquêtes se poursuivent, si les enquêtes, même si les gens qui ont commis des fautes... C'est normal, une personne qui a un dossier en justice, mais qui a été promue quand même à la tête du pays, Premier ministre, chef du gouvernement. Mais écoutez, on a assisté dans tout ça. Dans ce pays, on aurait tout vu. Quand il y a les intérêts politiques, en tout cas, la politique prime. Vous êtes d'accord que la politique prime actuellement? La politique liberté prime. Provisoire, c'est pour les proches du régime. Non, c'est pas ce que je dis exactement. Je voudrais seulement dire que nos dirigeants, aujourd'hui, ou d'hier, pour ne pas parler du régime, tu sais qu'il Jacques Ndala a demandé une liberté provisoire, il n'en a pas eu. Oui, et Longondo demande et il a sa liberté provisoire. Oui, il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça dans la balance, mais c'est aux juridictions compétentes d'en juger la teneur et l'importance et surtout l'urgence. Et donc, si la justice sent que votre cas, je ne voudrais pas me substituer à la justice congolaise, mais si on sent que vous pouvez rester là à un moment, tant mieux, ce n'est qu'un cadre d'érédication. Donc, la justice doit faire son travail. n'a pas eu de liberté. N'a pas eu de liberté, alors qu'il était les bras droits de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on n'a pas chanté qui a été, il a eu un peu de la chance. Il a eu de la chance. Donc, c'est comme vous et moi quand on va tomber aujourd'hui malade de malaria. Donc vous pouvez guérir avant moi. C'est comme ça un peu de la justice en RDC. Et partout dans le monde aussi. Il y a les autres qui moisissent en prison et les autres dont on juge qu'il faut les libérer un peu. C'est pas seulement en RDC. 2 poids, 2 mesures. Et bon, il y a un peu de tout ça. Ça dépend du cas, de quel côté vous vous retrouvez. Mais sinon, je fais confiance aujourd'hui dans la justice en République démocratique du Congo parce que néanmoins, on sent des avancées, qu'il n'y a pas des hommes les plus forts, les intouchables. Cette classe-là est en train de disparaître petit à petit. Madame, Messieurs, à présent, le 3e dossier de cette rétrospective de la semaine, déclaration des forces politiques de la République démocratique du Congo. Ouais. Ensemble, Lamuka, SCC, désormais pour dire non à l'entérinement des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Mais nous allons également parler de la remise reprise entre Kadima et Corneille Nangaa. Corneille Nangaa désormais conjugué au passé. C'est officiel. Denis Kadima prend le commande de la Commission électorale nationale indépendante. Il a pris ses fonctions ce vendredi à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Corneille Nangaa au siège de cette institution d'appui à la démocratie.
Ce, après la prestation de serment mardi 26 octobre devant la Cour constitutionnelle de 12 des 15 membres intérinés par l'Assemblée nationale et investis par ordonnance présidentielle. Denis Kadima a désormais le pouvoir et la responsabilité d'organiser les élections de 2023 qu'il a promises, crédibles et dans les délais constitutionnels. En marge de cette cérémonie, Corneille Nangaa a souhaité la bienvenue et un mandat fructueux à la nouvelle équipe en la conseillant de consolider les points forts acquis du précédent cycle électoral et d'en améliorer les points faibles. Rappelons que la procédure de désignation de nouveaux membres de la CENI a été controversée au sein de la classe politique, fortement divisée à ce sujet. Pour la SYNCO et les CC, la candidature du successeur de Nangaa est entachée d'irrégularités. Et la communauté internationale de son côté regrette la configuration de cette institution qui, selon elle, discrédite les parties prenantes au processus électoral. Pourtant, le président de la République, qui a ordonné l'investiture de ces nouveaux membres, souligne que la procédure a été faite dans les normes. L'heure est grave. La nation congolaise est en péril. En aucun moment et d'aucune manière, l'ordonnance de nomination de quelques membres de la CENI ne constituera un acquis démocratique. Par conséquent, il ne saurait être accepté. Il est clair que la scolarité des enfants et la prise en charge des enseignants, la persistance des massacres et tueries dans la partie est de notre pays, la problématique de la suppression totale du RAM et tant d'autres questions qui constituent les aspirations et les ententes des souverains primaires congolais sont les cadets des soucis du pouvoir dont les décisions répondent davantage à une volonté d'usurpation des droits fondamentaux du peuple congolais. À ce jour, le constat de la gouvernance du pays est l'instauration lente, mais sûre et résolue d'une dictature dévastatrice. Cela étant dit, comme annoncé, nous demandons aux Congolais et Congolaises, à travers les 4 coins du pays, à nous rejoindre ce samedi 6 novembre 2021 pour notre grande marche populaire afin de sauver notre souveraineté constitutionnellement garantie. Trop c'est trop. Non à la CENI telle qu'imposée, non à l'abrutissement de nos enfants, non à la paupérisation de nos enseignants, non à l'absence de l'autorité de l'État, non à l'escroquerie via RAM. Martin Fayulu, dans ce pays, a traité de tout le mot la coalition FCC cash. Aujourd'hui, Henri Le Votre Kalala, Martin Fayulu fait bloc avec le FCC. Martin Fayulu se rapproche encore une fois de plus de Ensemble pour la République. Grave. Même le FCC, Kabila, qui a été traité de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le FCC, on voit Kabila. Est-ce que vous croyez en la sincérité de cette union? Je pense qu'il a oublié qu'il fallait amener Kabila à la CPI. Ah, il a oublié. Je pense que Martin a un peu oublié de tout ça sur son parcours dans sa lutte vers les pouvoirs. Le président élu. Et oui, il a un peu oublié de tout ça, mais je me dis que ce bloc-là, c'est ça. Ils ont fait un bloc qu'ils appellent bloc contre béton et tout ça. J'aime bien entendre ça dans les rues de Kinshasa. C'est un peu comique quand on l'entend et mimique quand on l'écoute. Donc, bloc contre béton, c'est ça que j'ai entendu. Comment interprétez-vous cette union-là, cette coalition? Ils sont au départ très faiblis, ça il faut le dire. Ils sont au départ très faiblis parce qu'ils ne partagent pas les mêmes opinions. Très certainement, je ne vois pas Moïse Katumbi qui arrive dans cette histoire-là. Il séjourne déjà dans la capitale congolaise selon les informations.
on à notre aurait appris. possession. Oui. Moïse Katumbi, Fayoulou, Kabila ensemble pour une cause, je ne vois pas ça de cette là. Parce que déjà, certains cadres de ce mouvement-là ne parlent pas les mêmes langages. On sait pour la République qui cherchait la deuxième vice-présidence. Oui. Lamouka qui veut la dépolitisation de la Commission internationale indépendante. Oui. Donc vous sentez qu'ils sont ensemble mais en ordre dispersé. Avec le SNC. En ordre dispersé, exactement. Mais est-ce que je me dis, je me pose la question au-delà de tout ce qu'on assiste là, tout ce mouvement, toutes ces associations pour la cause qu'ils appellent commune là, est-ce que réellement ils ne sont pas prêts pour les élections? Ils ne sont pas prêts. C'est ça la question que je me pose. Ah, c'est la question que je me pose. Est-ce que réellement toutes ces plateformes-là ne sont pas prêtes pour aller aux élections, en 2023? C'est ça que ça sent. Parce qu'au fond, dans ce pays, depuis les militants, depuis même après l'indépendance, jamais il y a eu consensus pour ce qui est de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Donc cette histoire de consensus, j'ai trouvé, et puis après je me dis, il faudrait qu'on enlève même les églises dans cette histoire de la politique. Pour être plus clair, il faudrait enlève les églises. Oui, il faut les enlever de là. Aujourd'hui, il y a SCC qui a annoncé la rupture avec les 6 confessions religieuses. Oui, mais est-ce que vous voyez un peu, vous voyez quand les hommes politiques, c'est ça la conséquence. Quand les religieux se mixent en politique, Jésus-Christ l'avait bien dit, je ne prêche pas, tout le monde n'est pas chrétien qui nous écoute. Il y a certainement les musulmans, les bouddhistes et d'autres confessions religieuses. Mais Jésus l'avait dit, pour me référer à la Bible, parce que j'ai dit quand même, il dit, c'est que le royaume que lui a, ce n'est pas un royaume terrestre. Donc si vous voulez suivre Jésus, parlez aux choses spirituelles et non les choses terrestres. Donc les confessions religieuses sont venues entrer dans la politique, c'est que Jésus avait dit les royaumes de ce monde. Et ils ont quitté l'église pour aller dans ce monde où il y a un peu de Satan. Pour les chrétiens, il y a un peu de Satan. Pour les chrétiens, alors ils sont venus vers Satan. Et ils sont obligés d'être comme eux. Parce que la mission première, c'est travailler l'âme pour les églises. Mais là, ils sont allés ailleurs. Ils sont obligés d'être comme politiques. Vous êtes déçus par ce comportement? Très déçus. Comment vous voulez que les gens qui nous prêchent l'amour, la tolérance, n'arrivent pas à parler les mêmes langages? Je suis totalement déçu. N'arrivent pas à respecter leur propre texte. Oui, je suis déçu. Et même quand j'avais appris que les 6 confessions religieuses ont été délogées du centre et tout ça, je me dis, mais on est où là où les hommes de Dieu ne savent pas se supporter? Mais quel message vous allez donner aux chrétiens qui sont en conflit, qui sont en difficulté? L'archevêque de Kinshasa a même dit que nous avons dit au président de la République que Denis Kadima n'était pas un bon choix. Mais je me dis, mais en fonction de quoi? En fonction de quoi? Vous alors êtes que son expertise est reconnue. Je ne refuse pas. Mais du moment que je voudrais bien les garder dans leur sac des religieux, dans leur sac des chrétiens. Dans leur sac. Oui, ouais, parce qu'il faut faire la part des choses, non? Oui, on les garde un peu là-dedans. Ok. Mais est-ce qu'ils sont vraiment intéressés par ça? Ils auraient dit de dire, bon, en fait, comme vous êtes nombreux, quand même, gardez ça et puis avançons. Aujourd'hui, on a l'archevêque de Kinshasa Mbongo qui est allé rencontrer le président du Congo d'en face pour lui faire part de la situation sociopolitique de leur en République démocratique du Congo. Est-ce ça sa mission? Je pensais qu'il allait tenir une campagne ou une messe, prêcher les gens. Ça, c'est ce qu'il allait faire. Et quand il va au Congo pour parler politique, Denis Sassou Nguesso, est-ce qu'il est vraiment un modèle pour toute l'Afrique? On connaît qu'il est là, ça fait des années que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. L'archevêque va quand même vers lui. Et puis, vous allez vers ces gens-là. Mais je me dis, est-ce qu'on n'a pas perdu les repères? Je pense qu'à ce stade-là, pour ne pas parler de l'Église catholique, certains dirigeants de l'Église catholique ont perdu des repères. Quand vous allez au Congo-Brazza, pour aller parler de la situation de votre propre pays, est-ce que c'est vendre bien les pays? Parce qu'ils nous enseignent l'amour. Nous devons aimer notre patrie. Nous devons aimer le sol. Nous devons aimer le Congo. Mais quand vous allez vendre à mal les Congos chez les voisins, c'est que vous ne nous aimez pas. C'est que vous n'aimez pas les Congos. Donc, moi, je pense qu'ils sont devenus un peu plus militants
Militants. Oui, qui sont devenus un peu plus politiques que religieux. Que cache leur position? Moi, je pense qu'ils avaient une mission. L'Église ECC Senko. Je commence à comprendre aujourd'hui que l'Église catholique joue un peu de la politique dans une politique à haut niveau quand même, pour arriver à imposer certains dirigeants dans les pays. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'une histoire qui est même dite dans la charte, qu'on n'arrive pas à les respecter par les hommes de Dieu qui ont fait de hautes écoles. Et de l'autre côté, on demande aux fidèles d'être sincères, de dire la vérité. Et tu vois un peu tout ça. Donc, ça devient un peu plus compliqué, l'Église dans le monde. Heureusement que Christ l'a dit, et le monde dans l'Église. Donc, c'est un peu tout ça. Mais je suis totalement mécontent sur le fait qu'ils ne se soient pas mis d'accord, parce que ce n'est pas un exemple qu'ils nous donnent là aujourd'hui, mais aussi le fait qu'un évêque aille voir un président de la République pour vendre mal son pays. En tout cas, à ce niveau-là, je ne suis pas très d'accord. Mais il a aussi oublié que même dans la famille de Tshisekedi, dont on est allé parler à mal de lui, il y a aussi des catholiques. Est-ce que le Front commun pour le Congo a aujourd'hui le droit d'hausser les tons dès lors que nous connaissons qu'ils ont été dans ce pays plus de 10 ans et il y a eu plusieurs revendications lorsqu'on a également porté le choix sur Corneille Nangaa et encore on a retrouvé l'église catholique. Et pendant ce temps-là, on avait perdu beaucoup aussi de valeurs, non? On a perdu beaucoup de valeurs dans ces pays pendant la législature passée là et tout. Mais avoir un mot oui. On ne peut pas refuser aux gens de réfléchir, de raisonner. Vous pouvez être bandit hier et aujourd'hui être un grand prédicateur. Hein. Vous pouvez devenir un grand prédicateur. S'ils comprennent que hier, ça n'a pas été des bonnes actions qu'ils ont commises et qu'aujourd'hui, il y a lieu de redresser la chose, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Parce que maintenant, ils sont pas au pouvoir, ils doivent être à l'opposition. Et à l'opposition, c'est ça, non? À l'opposition, c'est donner du boulot. Hein? Oui, à l'opposition, c'est donner du boulot. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas habitués. Oui, mais même moi, je le dis, ils ne sont pas habitués. Hein. Ils ne sont pas habitués. Et c'est pourquoi même en passant, je dis, mais que leur marche là soit vraiment sécurisée. La marche du 6 novembre prochain. Qu'ils fassent leur marche tranquillement. Qui sera le leader de cette coalition? Mais c'est là aussi le problème. C'est là qu'ils vont se diviser d'ailleurs. Parce que connaissant Moïse, c'est quelqu'un qui aime être la tête des fiches. Il aime être à la tête des fiches. Oui, Fayoulou Voudénier être la tête des fiches, surtout qu'il se réclame être président élu. Je ne vois pas un Fayoulou laisser Moïse le diriger. C'est vrai que dans notre camp, avant la campagne, Moïse avait beaucoup dépensé pour lui et tout ce qu'on a connu tout autour de sa campagne. Le membre de la COPA continue à dire que Moïse n'avait pas à dépenser, c'était chacun mettait la main à la pâte. C'est encore des draps sales qui vont les embrouiller davantage qu'ils sont ensemble parce qu'ils vont se souvenir de tout ça. Mais je ne vois pas, je disais que je ne vois pas Moïse supporter aussi cette histoire parce qu'il aurait fait beaucoup pour Fayoulou. Moïse a un pas dans l'union sacrée de la nation. Non, mais il faudrait qu'il clarifie les choses. On ne peut pas être dedans. Oui, on ne peut pas être dedans et dehors. Mbemba l'a fait, non? Il a dit, moi, je soutiens les institutions, voilà. Il a donné sa position. Au moins, on sait que Jean Pierre est avec les pouvoirs actuels. Si Moïse Katumbi n'est pas d'accord avec ce que les pouvoirs actuels fait, avec Félix Tshisekedi à la tête, il n'a qu'à se prononcer. Et d'ailleurs, je me dis, il risquerait de jouer très mal la carte si jamais il va quitter l'Union sacrée. Parce que déjà, les grands ténors qui sont dans son parti politique, notamment Moïndo et Lutundula, l'actuel ministre des Affaires étrangères, les deux ont claqué la porte de l'Ensemble pour la République. Vous sentez que Moïse sera faible. Mais il a encore la chance de récupérer la situation s'il se dit, bon, en fait, on continue la marche en tant qu'union sacrée. C'est vrai qu'il y a des choses que c'est normal que... Depuis un temps, le président de l'Ensemble, comme son parti politique, ils font un peu plusieurs sorties médiatiques. Comment vous, en tant que journaliste d'investigation, vous trouvez ces différentes sorties médiatiques, soit de Ensemble, certains membres, soit de lui-même, le président de Ensemble pour la République? Je pense que s'il voulait rester gagnant, il aurait bien dû se taire seulement. Parce que ça lui donnerait néanmoins un avantage. Parce que quand vous vous taisez sur certaines situations... Il a écrit une lettre au président de la République. Est-ce qu'il fallait l'écrire parce qu'il peut les voir, non? Il peut l'appeler. Ils sont dans l'union sacrée. Moïse, c'est pas quand même la porte d'à côté dans ce pays. Il peut facilement appeler Félix Tshisekedi, il va décrocher. Pourquoi l'écrire? Parce que quand vous écrivez, il y a
il y a l'interprétation qui vient tout autour. Il y a les gens qui risquent de vous classer. C'est le français qu'on parle là. Il y a les gens qui risquent de vous classer. Vous savez que là où il a mis la virgule là. Certaines personnes ont dit qu'il voulait donner des instructions au président de la République. C'est cela même. C'est cela même. Je dis, c'est ça que les gens ont interprété tout de suite quand j'ai parlé de la virgule. C'est ça que les gens disent tout de suite. Mais quand vous faites ça, alors que vous avez la facilité de vous parler, si je vous parle, j'ai la facilité de vous parler en face, je peux venir, je vous dis, voilà, non, et là, ça ne va pas, on fait ça, on fait ça. Mais enfin, c'est entre vous et moi, c'est pas sorti. Mais quand c'est sorti, et surtout c'est sur les nets que tout le monde peut lire et toute la planète, même si tu n'as pas d'intention, alors que moi je suis au pouvoir, je suis le président de la République démocratique du Congo, même si j'ai l'intention de faire les choses telles que vous les voulez, même si on parlait le même langage, je ne les ferai pas. Parce que si je les fais et que vous l'avez déjà mis sur l'internet, on dirait qu'il a suivi les instructions. C'est pas lui qui est au pouvoir. Et c'est elle qui est au pouvoir. Il a été mal pensé. C'était très mal calculé, parce qu'en politique, il faut faire les calculs exactement. C'était très mal calculé. Plusieurs des sorties de Moïse sont un peu disparates, quoi, et puis raté et tout ça. Il a encore l'occasion de se ressaisir, parce que c'est pas tout perdu. Et on peut faire un faux pas et puis revenir. Et peut revenir, même les Français les disent, et pour mieux sauter, il faut reculer. Il faut encore faire un pas en arrière, corriger ses tirs, et chercher comment, sinon il sera le grand perdant. Parce qu'il ne sera pas très bien accueilli par Kabila, on connaît les difficultés qu'ils ont eues dans le passé. Et aujourd'hui, ils font déjà bloc. C'est ça que je dis, c'est quel genre de bloc? Le mélange n'est pas bon. Est-ce que vous donnez-vous raison aujourd'hui à certaines personnes qui disaient, ne vous inquiétez pas parce que Fayulu roulait pour le FCC? Il y a des gens qui l'ont dit un peu tout au début. Et aujourd'hui, on le voit faire bloc après tout ce que Fayulu a dit du FCC. Mais seulement, je ne dis pas qu'il roulait pour ça. Mais c'est seulement quelqu'un... vous voyez un peu en politique, il faudrait avoir les tacts. Je pense que je ne suis pas fin politicien comme Martin, mais j'analyse les choses à ma manière. Je pense qu'il manque un peu de ça en lui. Et il fait parfois de déclarations qui ne sont pas très correctes à la place. Et ben, il fait des sorties parfois ratées comme un peu de Moïse dedans. Et tout ça, ça fait de lui quelqu'un qu'on peut assimiler à tel ou à tel autre. Parce que la position n'est pas très clarifiée. Nous avions eu l'opposition dans ce pays avec Tshisekedi le Père. On a senti pendant des années que l'homme est resté constant et il va dans cette direction-là. Donc, si aujourd'hui vous êtes un homme politique, vous êtes à l'opposition, il faut qu'on sente réellement que vous êtes cet opposant-là et vous foncez. Mais quand on sent, on arrive, vous faites des courbettes et puis vous revenez, vous allez à gauche, à droite, tout de suite, même les gens qui sont derrière vous ne vous considèrent pas. C'est un peu ça, un peu de Martin. Il y a un peu plus de théâtre dans ce qu'il fait. Et il y a des théâtres. Oui, il y a un peu de théâtre dans ce qu'il fait. Et il faudrait qu'on arrive à... Quelle chance accordez-vous aujourd'hui à Denis Kadima, qui est le président de la centrale électorale, et Corneille Nangaa qui dit à la face du monde qu'il part tête haute. Ah oui, Corneille n'est pas que c'est couronné de ça. Et est-ce que vous attendez que qui va dire ça parce qu'il a organisé les élections? Il voudrait bien dire ça, qu'il est sorti tête haute et tout, même si on connaît qu'il y a beaucoup de petites choses à côté. Mais pour Denis Kadima, je pense qu'il y aura élection dans ce pays en 2023. D'ailleurs, la tâche, elle est très grande parce qu'on aurait dit l'entériner il y a longtemps. Ça, on a tergiversé, on a perdu beaucoup de temps parce que c'était déjà clair. Mais il a aussi la tâche qui n'est pas facile d'organiser les élections dans les 13 provinces incessamment. Il arrive dans les affaires, il trouve déjà des dossiers, il faut y aller, il faut foncer. Les élections des gouverneurs. Oui, il faut foncer parce que c'est lui qui a la chose à main maintenant. Il faudrait qu'on organise tout ça et qu'on retrouve les institutions dans ces... Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire pour ne pas retomber dans ce que nous avons vécu lors des récentes élections, les élections de 2018? Là, même si c'est Jésus-Christ lui-même qui viendra organiser ces élections dans ce pays, il y aura même toujours si des présidents élus. Là, même si c'est le pape qui viendra, il y aura toujours un président qui va passer et un président élu. Des contestations. Il y aura toujours des contestations, c'est à cela que je voulais arriver. Il y aura toujours des contestations parce que jamais, de la manière où nous sommes créés, on ne peut pas parler le même langage un jour. Donc on aura toujours un président élu mais qui ne siège pas, qui siège chez lui. On a eu Tshisekedi, le père qui était président élu, qui siégeait à Limeti. On a encore aujourd'hui Martin Fayulu, président élu, qui est à Caden House. Qui siège encore chez lui. Donc on aura toujours un président élu qui siégera chez lui. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça, la situation politique, même aux États-Unis, on a vécu ça.
récemment avec Trump. Donc c'est normal. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des contestations. Il n'y aura jamais des élections où tout le monde regarderait dans les mêmes directions. Même quand on avait le président Mobutu, avec le parti unique, il y avait toujours des frustrés. Pourquoi? Parce que certaines têtes ne peuvent pas... Naturellement, quand je vous regarde, je dis, oh, bon, ça va, elle me plaît. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va regarder et dire, non, mais celle-là, non. Je la supporte pas. Et je ne la supporte pas. Et c'est naturel. C'est naturel. Mais tout ce qu'on voudrait, c'est avoir des élections apaisées, où il n'y a pas assez de frustration, où il n'y a pas assez de contestations. Mais en même temps, il faudrait que le gouvernement... Mais avec la situation actuelle, donc les décors est déjà planté, que c'est rapide. Il faudrait que le gouvernement qui va arriver, qu'on nous enlève un peu cette histoire des religieux dans l'organisation de la CNI. On peut exactement aller avec le ministère de l'Intérieur parce que ça s'est fait. Comme c'était jadis. Oui, comme c'était jadis. Là, on sait que c'est politique et ça va nous éviter de perdre assez de temps comme ça. Merci Henri Le Vôtre Kalala. Madame, Messieurs, à présent, le dernier dossier de Info 7. C'est au palais présidentiel israélien que le président Félix Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont été accueillis par le couple présidentiel israélien avant d'être conviés à saluer les officiels présents à ce palais. Les deux chefs d'État se sont retrouvés pour un tête-à-tête. À l'issue de leur entrevue, le président israélien Isaac Herzog a salué le leadership du président Félix Tshisekedi tout en soulignant qu'il incarne un avenir radieux pour l'Afrique en général et la RDC en particulier. Isaac Herzog a aussi mis en exergue la particularité des relations séculaires entre Jérusalem et Kinshasa. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre la RDC et l'Israël dans divers domaines, notamment l'infrastructure. Il s'est dénoté que le chef de l'État hébreu a exprimé l'espoir de la concrétisation de l'ouverture d'une représentation diplomatique de son État à Kinshasa. Le président de la République séjourne déjà à Rome où il va participer au sommet de G20. Félix Tshisekedi s'était rendu en Israël. On a vu tout ce qui s'est passé. Henri Le Vôtre Kalala, en quoi ces différents voyages du président de la République profitent au pays? Parce qu'il y a plusieurs voix qui s'élève pour dire le président de la République, un oiseau voyageur, finalement, il est toujours là-bas, il est toujours entre les avions. En quoi ces différents déplacements profitent au pays? Et s'il faut qu'il continue à faire ces voyages-là, je l'encouragerais. Ah, mais où est-ce qu'étaient ces pays? Ces pays étaient fermés sur soi. Quand Tshisekedi est venu, le pays avait relation avec quel pays? Tout était fermé sur nous-mêmes. On ne peut pas être dans ce monde parce que le monde est devenu un pays planétaire. Il faut circuler, il faut des relations, il faut tout ça. Mais c'est ce que le pays n'avait pas. Donc, ce qui arrive et trouve le pays dans ces conditions-là, il faut refaire. C'est peut-être aujourd'hui on ne sent pas l'importance de ces voyages. Parce qu'il travaille à -0. C'est vrai que ça n'existe pas en mathématiques, mais il faut descendre à -0 pour arriver à 0. Donc, il y a l'infini là-dedans. Le mal était profond. Le mal était tellement profond qu'il faudrait que Tshisekedi fasse ça. Parce qu'il n'y avait pas de relations, il n'y avait pas de la considération. Il est en train aujourd'hui de vendre ce pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas sentir du coup l'importance de ces voyages, mais néanmoins, Félix a fait quelque chose d'important. Il est en train de vendre l'image du pays en Israël. On a vu les images avec le couple présidentiel. À un moment, on a vu le président avec une arme entre ses mains. Il y a des ambulances qui ont été données à la République démocratique du Congo. On n'est pas dans la guerre, non? Vous voulez la paix? Vous voulez la paix? Vous voulez la paix? Préparez la guerre. Félix veut la paix dans ce pays. Il prépare la guerre. Il cherche les armes pour que les gens... Nous avons parlé tout à l'heure de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'êtes pas en sécurité. Et la République démocratique du Congo a besoin d'une armée forte. Et ça, j'encourage le président de la République de faire autant de voyages. S'il faut envoyer des milliers de jeunes gens à l'étranger, aller apprendre de la guerre, il faut le faire. Parce que nous avons un pays potentiellement riche, mais nous ne bénéficions pas.
Pour qu'on arrive à bénéficier de nos richesses, il faut qu'il y ait la sécurité un peu partout. Et quand il y aura la sécurité, il y aura la paix, les gens vont se développer. On ne peut pas, vous pouvez avoir vos 100 000 $, vous vous dites, je vais l'investir chez moi, et puis après, on vous inquiète pas. Donc c'est vraiment important que le président de la République fasse. C'est important que le président de la République entre en contact avec tout ce monde-là. Ça va ouvrir les portes sur le monde, et ça va nous permettre, si c'est pour avoir des armes à amener, les derniers qu'ils soient, des snipers et tout ça, s'il faut les amener, il faut les amener, parce que longtemps nous avons déploré nos amis de l'Est là. C'est pas normal, c'est pas normal. Il faudrait que tout ça arrive aujourd'hui pour que les pays aient quand même un nouvel élan. Mais sinon, pour les gens, je n'interdis pas aux gens, je l'ai toujours dit, de réfléchir à leur manière, mais moi je trouve que ce que Félix est en train de faire, c'est important pour la République démocratique du Congo. Ça ouvre les horizons et ça nous permet d'avancer. Il ressort du Conseil de ministres tenu le vendredi que l'assignation budgétaire annuelle a été donc réalisée à 100% à ces stades. Comment trouvez-vous ces réalisations? Eh bien bon, en fait, si c'est vrai, parce qu'il nous reste à nous, les journalistes, de voir encore un peu clair dedans. Ils l'ont dit en tant que politique. Est-ce que c'est vraiment un discours politique ou c'est vraiment ce qui est fait sur le terrain? Mais si c'est des choses qu'on n'entendait pas parler dans ce pays. Exactement. Mais si c'est ce qui est fait et ce qu'ils disent, c'est vraiment la vérité, je ne dis pas que c'est la parole de Dieu. Si c'est ce qu'ils disent, c'est vrai, alors coup de chapeau. Parce que néanmoins, le pays est en train de retrouver quand même certaines valeurs. Ce sont des valeurs qu'on a perdues il y a longtemps. Il y a des choses qui se faisaient tout autour. Mais aujourd'hui, qu'on arrive à dire que jusqu'à ce stade, il y a des 100%. Choses qui avancent, il y a 100%. En tout cas, qu'il nous reste un mois et demi pour la fin de l'année. C'est quand même encourageant. C'est que les ministres, avec, les warriors, les guerriers. Avec ces guerriers, ils sont en train de se battre réellement pour maximiser néanmoins le recette, pour maximiser leurs plans. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Parlons de la gratuité de l'enseignement de base. Vous l'avez dit tantôt que l'Église catholique est ennemie de la gratuité. Oui, ça je le dirai toujours. Et pourquoi cela? Je l'ai dit et je le dirai toujours. Alors que ce sont des partenaires qui veulent le bien-être de la population. Voilà pourquoi ils se battent pour une CENI indépendante. Mais parce que nous parlons des écoles là, écoutez. Les écoles, ce sont nos enfants. Ce sont les enfants des fidèles catholiques qui vont aller à l'école. Dans ce pays, combien d'enseignants touchés avant que Tshisekedi arrive? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des efforts conjugués dans ce sens-là pour améliorer les conditions de vie? Est-ce qu'il y aura un bâton magique pour que les enseignants aujourd'hui en République démocratique du Congo aient du coup $1000? C'est vrai, nous souhaitons que nos parents qui sont enseignants soient bien pour que la vie soit normale et que nos enfants étudient. Nous voulons bien tout ça. Les enseignants des écoles conventionnées catholiques se plaignent, les enseignants des écoles publiques se réjouissent. Oui, mais comment faire pour que... Pour réconcilier les deux. Je pense que les séances de travaux ont été déjà entamées avec les ministres. Mais ils sont loin de fléchir, ils sont loin d'adhérer à la proposition du gouvernement. Mais néanmoins, la grève a été levée. Oui. Et c'est ce que je dis, qu'il y a déjà des avancées. Parce qu'on était... C'est pas une première fois. Oui, on est en train d'y aller. Mais moi, je pense que nos parents qui étaient habitués à faire beaucoup de sacrifices, qui sont enseignants, et qu'ils conjuguent encore un peu d'efforts. Moi, je vois mal l'Église catholique. Moi, je vois mal l'Église catholique parce que c'est elle qui donne les tons. C'est vrai, vous avez eu la chance dans ce pays, que le gouvernement vous appuie, que vous ayez des écoles, mais il ne faut pas en faire votre propriété. Ou carrément, vous prenez les écoles, vous les amenez à Rome, où il y a votre siège, ou vous laissez nos enfants aller étudier. Oui, parce le secrétaire général de la Senko, l'abbé Chollet, a dit que nous allons prendre nos bâtiments. Oui, mais les bâtiments sont sur quel sol? Les sols appartiennent à l'État. Donc il n'a pas raison de dire ça. Oui, mais il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Est-ce qu'il y a son argent là-dedans? C'est pas l'argent des fidèles. Oui, mais disons-nous la vérité. Est-ce que les écoles ont été construites avec l'argent de l'abbé Chollet? Je suis vraiment fâché quand je ne vois pas les enfants aller à l'école, alors que les bâtiments sont là. Depuis la rentrée scolaire, les écoles conventionnelles. C'est méchant. C'est méchant, mais c'est de quel amour on va loin même de voir, on voit même les enfants, la semaine dernière on les a vus à l'Assemblée nationale. L'Église catholique aurait dit laisser les enfants aller à l'école et continuer les négociations. C'est comme ça que les grands pays ont fait dans le monde. Non, la Chine, quand ils les revendiquent, les Chinois, quand ils les revendiquent, ils sont au boulot. Ils travaillent. Ils travaillent, mais ils les revendiquent. C'est ça qu'on devrait faire si on aime son pays. Et non bloquer tous les enfants comme ça à la maison. Vous savez ce que ça fait? Quand c'est l'heure d'aller à l'école et que votre enfant vous dit « Papa, je vais aller à l'école », mais vous ne savez pas l'amener parce que les portes de l'école sont fermées. Donc, sont fermées, j'allais dire. Donc, tout ça, c'est pas très bon.
C'est pas tellement, moi je pense que l'Église catholique doit revoir sa position. Elle ne doit pas être méchante jusqu'à ce stade-là, jusqu'à priver nos enfants d'aller à l'école. On doit réouvrir le plus tôt possible. Ça, je sais pas comment engager, parce que là, je suis concerné, mes enfants doivent être à l'école, mes enfants doivent étudier et devenir peut-être plus que moi un jour. Mais quand on va les priver de leur éducation, parce qu'il s'agit de l'école catholique, qui a vu être mal barrée dans les histoires de la CNI, et puis ramener, oui, et puis ramener ça sur les enfants, ce n'est pas normal. Ah, vous pensez que l'attitude de l'Église catholique en ce qui concerne la gratuité, c'est une action consécutive à la décision d'entériner? Je suis sans crainte de le dire. Kadima. Je suis sans crainte de le dire, je suis certain. Je suis certain que c'est cela même. Mais comment vous voulez juger cette église qui a chassé ses collègues clergés dans les... Mais là où c'est important, nous avons vu dans cette ville, dans ce pays, où l'église catholique a dit que nous, dans nos écoles, nous avons juste besoin que des enseignants catholiques. Oui, ça aussi. Ça aussi. Mais ça veut aussi dire que si vous n'êtes pas catholique, vous ne travaillez pas. Vous aurez de faim. C'est ça. Mais combien d'écoles à l'église catholique? Combien d'enseignants qui sont catholiques qui enseignent ailleurs? Il faut aussi penser tout ça, non? Combien d'enseignants qui sont catholiques mais qui enseignent dans les écoles privées? Est-ce que comme certaines personnes, vous estimez que l'église catholique est en opposition au pouvoir de Tshisekedi? On fait un peu de trop. On fait un peu de trop. Mais hier, ils étaient tous dans la rue lorsque Kabila était là. Oui, mais maintenant, là, il en fait un peu de trop. Il est temps pour l'église catholique de dire, bon, enfin, messieurs, retournons un peu, pensons à la nation. Est-ce que nous pouvons dire que l'église catholique, c'est la question posée par les internautes, l'église catholique est en train de rouler ou exécuter un plan B ou un plan de certaines personnes? Même un plan de déstabilisation de la nation. Mais même plan, si ça existait. Parce que je ne comprends pas, finalement, où est-ce que l'église nous amène. L'église, c'est rassemblé. Dans nos villages, quand l'église catholique venait, on mettait l'église au centre. Milieu du village. Ça veut dire vous pouvez quitter à gauche, vous pouvez quitter à droite, vous venez à l'église. Le point de rencontre, c'est l'église. Oui, et vous êtes unis. C'est l'église qui unit. On a vu même l'église unir les politiciens. C'était ça l'essence. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'église peut-elle encore être construite au milieu du village? Est-ce que l'église peut encore, aujourd'hui, l'église catholique qui était quand même modèle dans ce pays, on peut dire que l'église est omni. Mais l'église catholique fait de la politique engagée. En tout cas, ne soyez pas surpris qu'un jour qu'il y ait un parti politique venant de l'église catholique. Ah, un parti politique. Mais je le vois dans ce sens-là. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine qui a eu le plaisir de vous recevoir. Rentrons quand même dans cette province, dans le Lualaba. Vous aviez dit que vous voulez les retours de Richard Mouyej. Richard Mouyej l'avait dit qu'il est très, si je reste dans ce mot, âgé pour quitter le kabiliste. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'union sacrée. Est-ce que vous estimez qu'une personne qui ne regarde pas dans la même vision que l'actuel régime peut encore rentrer ou retourner au pouvoir? Bon, je peux ne pas être d'accord avec vous. Néanmoins, s'il y a au-dessus de l'homme politique, je crois qu'il y a le sens de servir sa nation. Si Richard s'est dit, bon, je peux rentrer et faire le travail, parce que vous savez, la situation au là-bas, elle est un peu confuse. Fifi n'est pas confirmé comme intérimaire. Richard a eu des problèmes avec l'Assemblée provinciale et au niveau de la justice où est son dossier, rien n'est dit. Donc cette histoire-là, ça laisse un peu désemparer certaines personnalités dans cette province et nous-mêmes qui sommes là-bas. Parce que on vit un peu entre les deux mondes. Va-t-il venir? Sera-t-elle confirmée? Et tout ça. Vous voyez un peu, les gens ne sont pas à l'aise. Et ça fait que les faibles esprits, aux côtés de Madame Fifi, aux côtés de Richard Mouyej Manguesman, se font la guerre. Ne soyez pas surpris, c'est une sonnette d'alarme. Les deux tendances sont la pile, prêtes à s'affronter. La situation sociopolitique au là-bas n'est pas claire. Il y a de pros qui sont aujourd'hui molestés. Il y a un confrère, j'ai suivi quand on est ici à Kinshasa, qui était chargé de communication de Richard Mouyej Manguesman. Je ne connais pas encore très bien les aboutissants de ces dossiers-là, mais il a été molesté, il a été tabassé. À Kinshasa. À Kolwezi. Voilà. Il a été tabassé. Mais quand il prend parole, il dit que ce sont les pro-Fifi qui l'ont fait ça. Et qu'il a été tabassé sur ordre, entre guillemets, de Madame Fifi, selon ses dires.
je pèse bien mes mots, selon ses dires, il aurait été tabassé sur cet ordre-là. Vous voyez un peu là où ça y est. Donc les deux tendances sont là, face à face, et qu'on risquerait d'assister à des choses pas très bien dans cette province. Mais aussi parce que je suis dans la province du Lualaba, je voudrais revenir un peu sur un aspect minier. Ok, je vous avez oublié de dire quelque chose. J'ai oublié de dire quelque chose. Pour dire ça. J'ai oublié de dire quelque chose. J'ai sur moi la correspondance du directeur provincial de SAEMAP qui écrit au gouverneur de province et au ministre des Mines, le gouverneur a été réservé en copie, pour demander qu'une coopérative qui est très puissante, je l'ai dit ici, qui a 10 carrières, qui exerce dans la province, la coopérative s'appelle Komibakat, de clarifier sa situation. Cette coopérative a une autorisation d'encadrer les créanciers, c'est-à-dire travailler dans l'artisanal. Mais la production qui s'est fait, il s'est fait à la machine. C'est plus de 250 camions qui sortent par jour. Plus de 250 camions. Et pour ça, vous êtes dans l'industriel. Quand vous faites cette production, vous êtes dans l'industriel, ça veut tout simplement dire que vous devez payer la redevance minière. Et pour ça, il faut avoir un contrat avec les concessionnaires ou les propriétaires de ce carrière-là. Et donc, la coopérative n'a pas les contrats. Donc, elle est en train d'agir illégalement. Oui. Elle est en train d'évoluer. Mais le président de la République, avait comme instruit le ministre des tutelles d'ouvrir l'œil, alors le bon oui, sur le dossier des mines dans ce coin du pays. Je crois que si la ministre, voilà. Mais en ce moment, il y a lié aujourd'hui Antoinette Samba, si je ne me trompe pas. Oui, Antoinette Samba Kalonji, s'il y a aujourd'hui occasion de descendre au Lualaba et voir au plus clair la situation de la coopérative Komibakat. C'est des millions et des millions qui partent. L'urgence s'impose. On ne paye pas les taxes de l'État, si c'est dans l'artisanat. Elle manque à gagner pour le trésor public. Beaucoup. Donc, si on ne paye pas les taxes dites à SAEMAP et tout ça, on devrait payer la redevance minière. Mais si on ne paye pas les dés, on fonctionne en tant que quoi? Tout ça parce qu'on est dans l'entourage de l'autorité. Et peut-être le numéro 1 est protégé par le proche. Oui. Et quand vous êtes dans cet entourage-là, vous ne pouvez pas quand même prendre l'argent de la République et si facilement comme ça. C'est l'argent qui nous appartient à nous tous. Si cet argent dans la caisse de l'État, on pourrait revoir le soi-disant budget revu à la hausse qui a été fait au Lualaba, un budget qui a été voté 2 fois. Et il y a encore un an, je me rends compte qu'on a perdu encore beaucoup de temps ailleurs. Mais il faudrait qu'on regarde là. Donc, dans cette province, il y a des choses qui ne sont pas très correctes. Et je l'ai dit même à l'Assemblée provinciale, j'ai parié que le président de l'Assemblée provinciale, c'est la personne la plus mal à l'aise pour l'instant dans cette province. Parce que pour ma part, quand je l'analyse, et analyse la situation dans cette province, Louis Kamouni Ntumbu Mataïla est plus netto. Il n'est pas à l'aise par un groupe de députés provinciaux qui font et dictent certaines choses. Parce qu'il faut passer par qui sont pour et qui sont contre. Et ça, Henri, votre cas là, j'ai vraiment mal pour lui. C'est fini. Mais comment expliquer un budget peut-être voté 2 fois? Oui. Il y a eu un budget rectificatif qu'on a fait dans cette province-là. Mais c'était déjà un budget voté. C'est le budget que Mouyej avait donné. Le budget, en soi, c'est un document qui s'exprime en termes de prévisions, dépenses et recettes. Mais le budget rectifié et revu à la hausse de Mme Fifi Masuka, c'est un document officiel que tout le monde peut lire. Vous allez voir que dans ces budgets, il y a les travaux qui sont déjà exécutés et les dépenses ont été déjà faites. Et on revient pour revoter. Oui, mais c'est une bêtise. Si on peut vous faire confiance, Henri, votre cas là, on peut dire que la gestion en 8 mois de Fifi Masuka est catastrophique. Chaotique. Sur le plan d'administration, sur le plan d'infrastructure, sur le plan minier, même dans la passation des marchés publics. C'est fini pour aujourd'hui. Vous avez oublié quelque chose? Beaucoup à dire, mais peut-être à des occasions, on pourra revenir. Et quand je dis ce que je dis, c'est pas pour faire mal à Fifi Masuka, mais c'est pour redresser, que les choses se redressent dans cette province-là. Je sais qu'à mon retour, on va me rappeler que je ne suis pas de ce coin-là. Mais c'est la nation qui nous unit. Vous êtes déjà préparé pour ça? Oui, c'est la nation qui nous unit et nous devons tous servir les peuples. Et les peuples, c'est cette population qui aujourd'hui crie, c'est cette population qui ne se retrouve pas. Nous savons que vous êtes toujours très nombreux à suivre votre magazine Info 7, mesdames, messieurs. C'est complètement fini pour le rendez-vous de la semaine. Merci de votre fidélité et surtout, continuez toujours à nous écrire, à envoyer vos questions, à nous faire confiance. Nous l'avons toujours dit, Info 7, le magazine de Congo Web Télévision,
Info 7, votre magazine, Info 7, notre magazine, c'est fini pour ce jour. Merci à Henri Le Votre Kalala d'être passé dans ce magazine Info 7. C'est vraiment un plaisir, Noël, de partager ce plateau avec vous. Je suis content. Merci, au revoir, madame, messieurs, et merci à toute l'équipe technique de Congo Web Télévision. On se retrouve à la prochaine.